Je prends sur le vif, je fais un croquis sur le vif, mais bon, il bouge tout le temps, donc ça reste du croquis très léger. Et après, je reprends au propre, notamment pour être OK sur l'architecture, pour que le dessin soit précis. Pour ensuite expliquer ce que je fais, ce qu'ils font et comment ça a été construit, pourquoi, etc. Et là, on est en plus à un allée de croisement entre deux accès. Donc c'est un point aussi un petit peu stratégique du site tel qu'il était à l'époque. Puisque tu as l'accès vers les terrasses constructibles de ce côté-ci. Là, c'est la voie qui mène au cimetière d'un côté et au bâtiment de logement de l'autre. Voilà. Et là, aujourd'hui, actuellement, on est dans l'allée de Cryptomeria. Mais autrefois, c'était une allée d'eucalyptus. Et apparemment, ils étaient plutôt plantés ici, en fait, sur cette partie-là, en dessous. En laissant l'accès, la grande voie là, libre vers le cimetière. Donc tous ces petits éléments-là, en fait, quand j'entends les gars qui travaillent, j'enregistre tous ces éléments-là. Après, ils me valident s'ils pensent que c'est vraiment ça. Et moi, je peux l'intégrer au dessin pour donner des informations aux gens. Le dessin, c'est mieux parce qu'on peut montrer que ce qu'on veut montrer. Une photo, elle montre tout. C'est une grande tâche, donc j'essaie d'être fidèle à ce qui se passe ici, à ce que je vois ici. C'est pour ça aussi que je demande à chaque personne de valider si elle est d'accord que je la montre dans cette situation-là, que je lui fasse dire ceci ou cela. Et ouais, c'est presque un travail de reportage, mais en plus avec un côté d'interprétation aussi. C'est ça qui est un petit peu délicat et c'est là aussi que c'est une création artistique. Et donc il faut que je mette encore l'ancrage et puis que je fasse le texte aussi pour expliquer ce qu'elle fait. Je n'avais pas vu ça, c'est super drôle. L'intérêt, c'est que ça montre aussi que que la photogrammétrie, c'est un peu compliqué à mettre en place. Surtout ici. Si t'as pas le bon contexte, donc. Surtout ici, la difficulté pour lui, c'est qu'il a des fois peu de recul. Ah ouais. Bah oui, c'est ça. Et donc multiplier les photos, ça veut dire multiplier les points topo. Et sinon, j'avais expliqué un petit peu aussi ce qu'il faisait ici. Ici, non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien là? Là, c'était l'interview avec Apollo et sa classe qui sont venus Oui, interviewer. oui. Je sais pas si je montrerai là, je ferai le travail de Fanny un peu plus Fanny précisément. qui fait ses sondages. Voilà. Ouais. Un autre volet de mon travail ici, c'est de faire des interviews. Ah ça c'est Laurent. Oui, c'est un croquis. Faut retravailler évidemment, à faire au propre. Donc je suis allée voir Laurent Guarot et son équipe qui travaillent sur les cachots de la léproserie. Donc là il y a une interview d'un collectionneur, Monsieur Klein, qui est à la léproserie, qui collectionne des objets longtemps et qui connaît bien l'histoire de Lillette. Il y a un travail donc pour mailler un petit peu les deux. Je vais faire aussi des ateliers avec les enfants, des ateliers BD sur l'histoire de Lillette à Guillaume à la léproserie même. Et également normalement une fresque réalisée par les enfants de Saint-Bernard au sujet des enfants du pénitencier. Voilà, pour inclure un petit peu ce qu'on fait ici à Saint-Bernard et surtout que ça reste dans les mémoires des gens. C'est ça le but aussi, c'est de faire un travail de mémoire. Il est un jardin à l'intérieur duquel on cultive les souvenirs, la tradition des plantes médicinales, un patrimoine que François Thibert, tisaneur, préserve. Sur son terrain, il pousse des plantes endémiques, indigènes et exotiques comme l'aloès amère. Attention, la souche de l'aloès doit avoir au moins 4 ans pour développer ses propriétés médicinales. Tous les 900 mètres d'altitude, l'aloès il pousse un peu dans les hauts comme dans les bas. Là, nous voit un joli pied de Zampocor fleuri, donc Hippocor bon pour être utilisé. Il utilise Ali quand il finit fleuri, jolies fleurs jaunes qui sortent au bout de 3e année. Donc, ça il utilise là-dedans. Il coupe la feuille là et utilise ça pour cicatriser les bobos, cicatriser les plaies. Il faut faire attention à l'aloïne, le jus jaune qui coule là. Il ne faut pas trop se mettre sur la peau ou utiliser parce que c'est assez, ça peut créer des petits problèmes.
Ils utilisent aussi pour les brûlures. Hein, pour faire la cuisine, ou bien moun a brûlé, ou on a un pied d'aloès sous la main, ou peut couper, laisse couler ça, et prendre, éplucher, voilà, et puis passer dessus comme ça. Là, on a coupé 2-3 jours, on a coupé une petite coupure, de rien du tout, mais l'aloès a bien aidé à moins pour cicatriser ça. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. L'Îlette à Guillaume abrite un lieu unique à La Réunion. Il s'agit d'un plateau complètement isolé sur les remparts de la rivière de Saint-Denis. À partir de 1864, les missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit décident d'y construire une colonie agricole pénitentiaire pour enfants, à l'image de ces maisons de correction qui essaiment partout en France au milieu du XIXe siècle. À partir de 1850, en France, on installe ce qu'on appelle les maisons de correction pour éviter aux enfants la prison. Donc on va mettre en place des lieux de placement collectifs où les enfants vont travailler, vont être isolés et on pense que grâce à ça, ils vont être redressés. C'est exactement ce que vont faire les spiritains ici, d'abord à la Providence, puis en créant une annexe là-haut à l'Îlette à Guillaume. Et on va y ressembler des enfants, placés par la justice des enfants, qu'il faut redresser. L'Îlette à Guillaume, les enfants sont gardés par les remparts. On n'a pas besoin du tout d'une architecture carcérale. Et pour ça, l'Îlette, c'est absolument dans le projet des maisons de correction. Et puis c'est un lieu où les enfants vont beaucoup travailler. On va beaucoup leur faire construire des murs, des terrassements, des routes, un pont. Et là aussi, on est dans le projet intégral des colonies agricoles pénitentiaires. On pense que par l'isolement et le travail, les enfants vont retrouver le bon chemin. C'est absolument, pour le coup, assez inédit pour moi de travailler avec des archéologues. C'est-à-dire que là, on va vraiment mailler le travail en archives et le travail sur le terrain. Pour compléter le travail de l'historienne sur les archives, une équipe d'archéologues, sous la direction de Thierry Cornec, est chargée par le département de La Réunion de réaliser une étude exhaustive des vestiges du pénitencier. Pour cette mission que le département a confiée à l'INRAP, je suis accompagné de 3 spécialistes, un topographe qui assure aussi tous les relevés de photogrammétrie, un spécialiste de l'étude du bâti qui va nous permettre de décrypter les différentes constructions et une archéobotaniste pour l'évolution de la flore sur le site. L'année dernière, il y a eu un relevé LIDAR qui a été réalisé sur le site par le département. Donc ce relevé LIDAR nous donne un modèle numérique terrestre, donc c'est-à-dire qu'on voit le micro-relief du site. Le problème du LIDAR, c'est qu'il fait abstraction de ce qui est anthropique et naturel. Nous voyons des terrasses, un micro-relief, mais on ne sait pas s'il a été fait par la main de l'homme ou naturellement. Donc nous, notre rôle d'archéologue, justement, c'est de différencier ce qui est naturel et ce qui est anthropique. Or ici, vous voyez que toutes les terrasses, elles sont anthropiques, elles ont été construites par ces enfants pendant ces 15 années d'existence du pénitencier. Les informations que je vais apporter à mes collègues, déjà c'est un plan au sol, pour connaître les espaces de circulation, où se trouvent les habitats, avoir des données purement métriques, de mesure, et puis aussi de leur apporter des documents sur les élévations qui vont permettre à mes collègues justement de travailler sur ces murs et notamment dans la partie archéo du bâti.
que fait Ludovic et Thierry. L'étude des murs nous permet de retracer l'histoire du site à partir de la construction et des méthodes de construction des murs. Les archives nous parlent de maçons ou de charpentiers qui participaient à la mise en œuvre du chantier. Mais par contre, on ne sait pas à quelle hauteur les enfants ont travaillé. Ils ont pu participer à la construction de bâtiments de moindre importance, on va dire, comme par exemple la chapelle ou la forge, où l'utilisation de blocs plus petits est utilisée. Ou alors au dallage, on sait qu'ils ont participé au chemin d'accès et à la voirie principale. Ce lieu, quand il était en utilisation par les enfants du pénitencier, on sait qu'il y avait de l'agriculture parce qu'ils vivaient un petit peu en autonomie, on était très loin de Saint-Denis. Donc on a des témoignages, des sources d'archives qui nous disent qu'il y avait de l'agriculture. Le but maintenant, c'est de pouvoir vraiment la caractériser. Est-ce que c'était une grosse agriculture intensive d'une seule espèce? Est-ce que c'était plein de petites espèces différentes? Pour répondre à cette question, je vais faire des prélèvements surtout. Donc je creuse des sondages, des petits sondages, dans lesquels je prélève du sédiment. Ces sédiments, ils sont tamisés et je vais rechercher les graines et les charbons en priorité. Donc ça va me permettre de pouvoir dire, bon, à tel endroit où j'ai prélevé, on avait telle espèce, telle espèce, telle espèce. Ces trois disciplines se complètent pour dessiner l'évolution des différentes constructions en proposant des chronologies relatives des murs, en déterminant leur mode de construction. La mise en commun du travail des archéologues permet de mieux comprendre la destination de chacun des espaces, logements, ateliers, lieux de culte, basse-cour, vergers, mais aussi voiries, canaux et bassins nécessaires à la gestion de l'eau captée par la communauté en amont du site. Donc on a tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du site et surtout de s'apercevoir qu'il y a plein de choses inédites qu'on ne connaissait pas, qui avaient été vues mais mal interprétées ou pas interprétées du tout. Donc au titre des nouveautés qu'on a découvert grâce à notre travail essentiellement de nettoyage du site, le fond probablement de la basse-cour. Pourquoi c'est une basse-cour? Puisque surcreusé dans cette terrasse, on a un bassin. Pourquoi c'est interprété comme un bassin? Deux éléments. Les murs qu'on a devant nous sont enduits pour rendre les parois et sans doute le fond étanches. Et puis surtout, sur la droite du bassin, dans la paroi un petit peu effondrée ici, on a un exutoire qui permettait d'amener l'eau à cet endroit du site. Au-dessus, on a à nouveau une allée de circulation. Et puis encore au-dessus, on a le dernier élément d'un grand bâtiment qui était considéré comme une partie du logement de la communauté. Et à l'extrémité, les murs en élévation qui sont cette fois-ci, contrairement aux autres, maçonnés, montés au mortier de chaux. C'est très probablement ce que dans les archives on a découvert comme étant la chapelle provisoire avant la construction de l'église qui est construite à l'entrée du plateau. La perspective principale en fait du travail à venir, c'est de croiser les résultats de l'étude de terrain avec l'étude historique de Véronique Blanchard, de façon à approcher au plus près la vie des spiritains et des enfants du pénitencier de l'Îlette-à-Guillaume pendant la quinzaine d'années qu'ils ont vécu ici. Pour aller plus loin, et conformément à la mission confiée par le département de La Réunion, l'INRAP va proposer des fouilles sédimentaires sur des thématiques particulières comme les logements de la communauté afin d'approcher un peu plus le quotidien des enfants et des spiritains du pénitencier d'Îlette-à-Guillaume qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. À partir des résultats de cette étude, le département de La Réunion va pouvoir, en concertation avec les habitants, définir un projet de préservation et de valorisation de ces vestiges pour le rendre accessible à tous les Réunionnais et au-delà. Je suis Kako, donc artiste plasticien. Moi je suis né à Montberléo, j'ai eu la chance de grandir en contact avec la nature, le milieu agricole. Si je fais de la peinture et de l'art aujourd'hui, je le dois à Robert Laborde qui était professeur au collège et qui m'a encouragé et peut-être donné l'envie d'aller plus loin. Donc c'est la restitution d'un travail que j'ai réalisé lors de ma résidence au musée Léon Dierx, dans le cadre d'un programme de résidence du conseil départemental qui s'appelle Patrimoine et Création, donc c'est la 3e édition. La résidence consiste à
à avoir du temps. Non, c'est pas toujours le cas. L'artiste n'a pas forcément les moyens de produire une exposition. En fait, on enfante à chaque fois qu'on produit une exposition, que ce soit une exposition patrimoniale, comme le musée Léon Dierx a l'habitude d'en faire de temps en temps, ou une exposition où on offre à un artiste contemporain la possibilité d'exposer dans la grande salle de l'exposition temporaire du musée Léon Dierx. C'est toujours une satisfaction à la fin, donc il y a toujours un moment où on s'énerve un peu, où on met en place, où on a des doutes, parce que des fois on a créé des pièces, après il faut que ces pièces marchent ensemble, il faut qu'elles collent. Pour cette résidence, un travail autour de la relation de l'homme à la nature, au vivant et à l'arbre. Bien sûr, l'artiste y fait son travail, mais il y a eu beaucoup de collaborations sur cette exposition-là. Je suis conviée par des artistes pour soit écrire sur leur travail artistique, ou soit en fait justement être commissaire. Ce sont des médiums extrêmement différents les uns des autres, puisqu'on a des troncs qui ont été mis en scène sur des socles, on a du dessin, on a du son, on a de la peinture, on a des cordes, on a des encres, on a des fusains, donc tout ça doit marcher ensemble et dialoguer de telle sorte à ce que, au final, ça ait un sens. J'ai intitulé ça, moi, des vertèbres métalliques, justement, dans l'idée de déconstruction et de reconstruction de la nature et de cette colonne vertébrale qui se couche au sol et qui peut être remis debout. J'en ai parlé comme objet transitionnel, c'est-à-dire l'arbre qui est la partie pour le tout de la nature, qui est en fait, c'est ce qui le relie au monde. La phrase qui est répétée, seront-ils toujours là quand nous disparaîtrons? C'est le premier vers d'un poème de Léon Dierx qui s'intitule Forêt d'hiver. Donc l'installation s'appelle Forêt d'hiver. En écho, des petites phrases comme un leitmotiv. Comme si les arbres en fait parlaient, venaient dire, exprimer en fait ce qu'ils pensaient de ce qui se passait. Aujourd'hui, c'est à nous maintenant au musée de valoriser son œuvre, de la montrer, de la présenter, de l'expliquer, de faire de la médiation. Que le spectateur retienne, c'est voilà, cet amour de l'arbre, cette importance de l'arbre dans le vivant et dans l'environnement dans lequel on est.